Ces dernières années, de nombreux événements et bouleversements se sont produits et sont en faveur de l'apparition de ce qu'on appelle le stress perçu. Bonjour, je m'appelle Valentine, je suis psychologue et je vous propose aujourd'hui d'étudier ce que c'est le stress perçu dans le contexte actuel et quelles sont les stratégies efficaces pour le réduire. Alors selon Cohen et ses collaborateurs, le stress perçu va se définir comme la manière dont la personne va percevoir et interpréter les événements extérieurs. Alors il faut savoir que le stress perçu se distingue de ce qu'on appelle la détresse psychologique, qui elle va être caractérisée par la présence de vécus dépressifs et ou anxieux, accompagnés d'autres symptômes comme des plaintes somatiques ou de l'hostilité, etc., etc. Donc en fait, les événements peuvent être ressentis comme stressants sans pour autant être générateurs de vécus de détresse, c'est-à-dire de vécus dépressifs, de dépression, de vécus anxieux, d'anxiété caractérisée. Et toujours selon les études de Cohen et collaborateurs, en fait ils ont montré que les scores de détresse psychologique et les scores de stress perçu ne corrèlent pas nécessairement entre eux chez les personnes qui détiennent un soutien social élevé. En effet, les personnes disposant d'un soutien social élevé peuvent démontrer un important score de stress perçu, mais un score faible de détresse psychologique. Donc on voit bien là en fait que le stress perçu c'est une entité à part de la détresse, du vécu dépressif, du vécu anxieux, et même quelqu'un qui a une bonne santé mentale et qui va plutôt bien, entre guillemets, peut ressentir un certain stress. Et lorsqu'il y a un vécu de stress et notamment de stress perçu, la personne va chercher à mettre en place des stratégies de coping, c'est-à-dire des stratégies afin de faire face à ce stress. Alors selon Lazarus et Folkman, donc que je vais citer plusieurs fois durant cette vidéo parce que ce sont vraiment des précurseurs du domaine et les premiers à avoir défini le coping, alors selon ces auteurs, le coping représente l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux constamment changeants déployés pour gérer des exigences spécifiques internes et ou externes qui sont évaluées par la personne comme consommant ou excédant ses ressources. Alors pour vous résumer, vous synthétiser un peu plus simplement tout ça, ce sont des stratégies qui représentent l'ensemble des réactions, des réponses que la personne va élaborer pour réduire ou tolérer une situation aversive. Donc en fait, toutes les ressources que la personne va avoir à sa disposition va pouvoir mobiliser pour faire face à une situation problématique. Ce sont des stratégies qui peuvent s'illustrer sur différents abords, donc par les cognitions, les affects ou encore les comportements. Également, l'utilisation d'une stratégie de coping requiert une évaluation subjective de la situation par la personne. Et il y a deux types d'évaluations qui sont nécessaires pour la mise en place du processus de coping. Alors dans un premier temps, on va avoir l'évaluation primaire qui est en fait l'évaluation de la situation aversive. Sachant que comme je l'ai précisé précédemment, le vécu subjectif de la personne va être au premier plan lors de l'élaboration d'une stratégie de coping. C'est-à-dire qu'une même situation va pouvoir amener à différentes évaluations de la part de différentes personnes. C'est-à-dire qu'une situation va pouvoir être jugée par une personne A comme un challenge, alors qu'une personne B va plutôt le voir comme une perte, ou une personne C va voir la situation comme quelque chose de menaçant. À la suite donc de cette première évaluation va s'effectuer une évaluation secondaire, donc qui est la deuxième étape, où la personne évalue les ressources qu'elle a à disposition et comment mettre en place une stratégie de coping efficace pour faire face à la situation. Donc dans un premier temps, elle va évaluer la situation et ensuite elle va évaluer les ressources dont elle a à disposition et lesquelles elle peut mettre en place en accord avec la situation. Alors, faut tout de même noter que c'est l'évaluation primaire qui va prévaloir dans la détermination de la stratégie de coping adéquate. C'est-à-dire que entre la situation et la personne, c'est l'évaluation de la situation qui va être jugée comme la plus importante indépendamment des ressources de la personne. Aussi, les études ont montré que malgré l'importance et l'accent qu'on met sur le vécu subjectif de la personne dans l'évaluation, des patterns similaires se dégagent chez la majorité des individus. C'est-à-dire que la plupart des individus vont utiliser la même stratégie de coping pour faire face envers le même problème, envers la même problématique, dans la même situation. Mais bref, après évaluation de la situation, la personne va pouvoir mettre en place une ou des stratégies de coping qui vont être jugées comme la ou les plus pertinentes en fonction du coup des spécificités de la situation et des ressources que la personne a à sa disposition. Alors il y a deux types de stratégies de coping qui ont été définies, donc toujours par Lazarus et par Folkman. Donc le coping centré sur le problème et le coping centré sur l'émotion.
Alors tout d'abord, lorsque la personne va utiliser une stratégie de coping qui va être centrée sur le problème, elle va soit chercher à augmenter ses ressources personnelles afin d'affronter la situation, soit diminuer les exigences de la dite situation. Et dans cette stratégie, deux facteurs sont présents. Premièrement, la résolution du problème, donc qui constitue le regroupement d'informations ainsi que la mise en place d'un plan d'action. Et ensuite, l'affrontement de la situation, donc là ce sont les efforts et les actions qui vont directement agir sur le problème et que la personne va mettre en place. Ensuite, concernant le coping avec une stratégie centrée sur l'émotion, cette fois-ci, la personne va chercher à moduler ses réactions émotionnelles induites par une situation donnée. Et c'est une stratégie qui peut se décliner aussi bien sur les versants comportementales qu'émotionnels, que physiologiques, que cognitifs. Donc sont au même titre des stratégies de coping centrées sur l'émotion, l'usage de substances, l'expression émotionnelle, la pratique d'une activité physique et la minimisation de la situation. En fait, sont définies comme des stratégies de coping tous les moyens que la personne va utiliser pour faire face à une problématique, que ces moyens soient adaptés, par exemple l'activité physique ou l'expression émotionnelle, ou inadaptés tels que l'usage de substances. Ceci parce que, en fait, que la personne fasse une activité physique ou use de substances, ça va dans tous les cas modifier sa chimie et sa biochimie interne, le fonctionnement de ses neurotransmetteurs, etc., etc., et donc modifier son ressenti au moins à court terme. Et donc ça va bien agir sur son ressenti émotionnel. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'addiction et l'abus de substances et ses effets sur le cerveau. Et donc en outre, les 5 stratégies centrées sur l'émotion qui sont les plus utilisées, donc toujours selon Lazarus et Folkman, sont la minimisation de la menace, la réévaluation positive, l'auto-accusation, l'évitement-fuite et la recherche de soutien émotionnel. Et ensuite, ces deux types de stratégies, donc centrées sur l'émotion ou centrées sur le problème, peuvent être utilisées soit de manière isolée, soit conjointement. Et donc le choix du type de coping à utiliser va dépendre d'une part des caractéristiques intrapersonnelles de la personne et d'autre part du type de situation à laquelle la personne va devoir faire face. Et en fait, lorsque l'événement se révèle non contrôlable, donc d'un point de vue à la fois subjectif et objectif, la personne sera plus sujette à l'utilisation de stratégies centrées sur l'émotion, ça paraît plus approprié, alors que si la situation est plus contrôlable, la personne aura plus tendance à utiliser des stratégies centrées sur le problème. Maintenant, si on prend en compte le contexte global actuel, comme par exemple la guerre en Ukraine ou encore très actuellement la guerre entre le Hamas et l'Israël, il apparaît comme plus pertinent d'utiliser des stratégies de coping qui vont être centrées sur l'émotion, puisque nous ne pouvons pas agir directement sur le conflit. On ne va pas trouver la solution, on ne va pas le résoudre, et en fait on ne va pas agir directement sur le cœur du problème. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager, échanger, que ce soit dans sa vie quotidienne ou sur les réseaux, donc ce qui constitue des stratégies de coping centrées sur le problème, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter à ça et qu'il vaudrait mieux principalement, en priorité, utiliser des stratégies centrées sur l'émotion. En effet, les recherches qui sont intéressées au sujet précisent que l'utilisation de stratégies centrées sur le problème dans une situation apparaissant comme non contrôlable est source d'épuisement pour la personne et qu'il vaut mieux lui préférer une stratégie centrée sur l'émotion, même une stratégie de type évitante, telle que la répression. Alors ceci car une répression sur une courte durée des émotions va permettre d'une part la protection de l'estime de soi, en effet parce qu'en fait utiliser uniquement des stratégies qui sont centrées sur le problème alors qu'on ne peut pas agir directement dessus, ça va amener forcément une mise en échec et un épuisement de la personne et donc une baisse de l'estime de soi. Et d'autre part, ça va éviter à la personne d'être submergée par des émotions négatives. Alors cependant, il y a d'autres auteurs qui précisent que dans tous les cas, il vaut mieux avoir recours à une stratégie de coping, quelle qu'elle soit, plutôt que d'en avoir recours à aucune. C'est-à-dire que dans tous les cas, il vaut mieux agir, essayer de faire face comme on peut, que de ne rien faire. Alors dans le contexte actuel, je peux comprendre qu'il soit difficile pour certaines personnes d'utiliser une stratégie telle que la répression, puisqu'il est important de s'informer et de partager, que ce soit avec ses pairs ou sur les réseaux. Mais toutefois,
il est nécessaire en fait de contrebalancer ces stratégies centrées sur le problème par d'autres stratégies centrées sur l'émotion et qui devraient être utilisées en plus grande partie, comme par exemple la recherche de soutien émotionnel ou la visualisation positive, qui est donc le fait de visualiser des images mentales, donc qu'elles soient réelles ou imaginaires. Donc si ça vous fait plaisir, ça peut être des dinosaures, des licornes, ou alors un bon gros chat bien valeureux qui ronronne, qui vous fait des câlins, mais en tout cas des images positives qui vont nous faire du bien. Ça peut également être la pratique de certaines activités telles que le yoga, la méditation, ça peut être le partage avec des proches, la pratique d'activités, etc., etc. En tout cas, ce sont des choses positives qui vont agir au niveau émotionnel. Et aussi éviter ou au moins limiter le temps consacré à la recherche d'informations et l'exposition aux images violentes pourrait être utilisé conjointement, et en tout cas il serait pertinent de limiter au moins pour un temps, que ce soit dans la semaine ou dans la journée, l'exposition à toutes ces informations et ces images. En fait, l'important, ça va être le dosage entre implication, utilisation de stratégies centrées sur le problème, centrées sur l'émotion, afin de pouvoir préserver votre santé psychique et physique. Parce qu'en effet, les vécus de stress vont avoir des implications au niveau somatique et psychique. On trouve notamment des corrélations significatives entre le degré de stress perçu avec la santé auto-évaluée, le recours à des services de soins, le nombre de symptômes survenus le mois précédent et l'utilisation d'antidépresseurs. Plus spécifiquement, concernant l'impact du stress perçu sur la santé mentale, des chercheurs ont réalisé une étude auprès de personnes âgées qui avaient un diagnostic de dépression sévère afin d'étudier le degré d'implication du stress perçu dans les idéations suicidaires de ces personnes. Alors les idéations suicidaires, assez brièvement, c'est le fait de s'imaginer, fantasmer, même faire un scénario pour pouvoir se donner la mort. C'est précurseur de la crise suicidaire, mais ça n'intervient pas que dans ces cas-là. Quelqu'un peut très bien s'imaginer, fantasmer, se donner la mort, ça ne veut pas forcément donner lieu à une crise suicidaire, et c'est caractéristique de la dépression, et notamment de la dépression sévère. Alors l'analyse des résultats de cette étude a montré que le stress perçu allait expliquer pour 12% de la variance concernant les idéations suicidaires, donc après le genre à 21% et après le niveau d'éducation faible à 19%. Alors pour vous traduire et vous synthétiser ça, grosso modo, la perception de stress chez la personne âgée souffrant de dépression va majorer la présence d'idéations suicidaires, qui est donc déjà symptomatique de la dépression. Et donc le stress perçu agit directement sur la symptomatologie dépressive. Mais donc on peut se dire qu'au-delà d'une dépression sévère et d'une dépression, le stress perçu va pouvoir agir sur les émotions négatives ressenties par une personne, que ce soit une déprime, une dépression sévère ou non. On sait également que certaines personnes sont plus sujettes, sont plus promptes au ressenti d'émotions négatives que d'autres, et ça paraît donc important de faire attention à ça. Et enfin, pour terminer, concernant l'impact du stress sur la santé physique, celui-ci fut démontré dès les années 90 par Sapolsky, et en fait, selon lui, le stress perçu rendrait l'individu plus vulnérable aux maladies et influerait ainsi sur le système immunitaire. Et cela a été plus récemment confirmé par Barnaghi, et en fait, selon lui, un vécu de stress, quel qu'il soit, engendrerait une baisse d'immunité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre tous les mécanismes du stress perçu et comment pouvoir agir dessus au quotidien. N'hésitez pas également, si jamais vous en ressentez le besoin, à prendre rendez-vous avec un psychologue, donc que ce soit en libéral pour avoir un rendez-vous rapide mais non remboursé, quoique certaines mutuelles maintenant prennent en charge une partie, ou alors dans un centre médico-psychologique ou CMP, sachant que là c'est gratuit mais vous pouvez avoir quelques semaines d'attente. Et n'hésitez pas également, si vous en ressentez le besoin, à discuter avec votre médecin traitant qui, auquel cas, saura vous rediriger vers des professionnels adéquats et à vous conseiller. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à comprendre et vous avoir informé sur le stress perçu et comment pouvoir agir dessus, notamment dans le contexte actuel. Je vous souhaite un bon courage à tous et moi je vous dis à bientôt.